enregistré. Par défaut, vos micros sont coupés, mais vous pouvez évidemment réagir et poser vos questions sur le petit chat Q&A. On tâchera de vous répondre par écrit au fur et à mesure ou de vous donner la parole à la fin des différentes parties. Et dernière petite chose technique avant de passer sur le fond, pour nous assurer de la pertinence des sujets qu'on traite en webinaire et de la forme, et en lien avec notre convention avec l'ADEME, on va vous proposer juste au début une petite question et à la fin 3 petites questions de sondage très très rapide pour pouvoir adapter derrière nos autres webinaires. On serait reconnaissant si vous avez la gentillesse de répondre. Et du coup, donc, je suis Pauline Stewart, je travaille à la Chambre de commerce et d'industrie du Maine-et-Loire et moi, je suis vraiment sur les questions de réemploi à temps plein. Et je suis Juliette Astoul, aussi conseillère à la Chambre de commerce et d'industrie Maine-et-Loire et spécialiste sur les sujets d'éco-conception. Et on est ravis de vous proposer ce webinaire pour vous plonger dans les enjeux du RE, puisque depuis quelques mois, même ces dernières années, on sent que c'est un sujet qui émerge. Il y a un peu un signal faible dans l'industrie autour du réemploi et du reconditionnement. Ça prend vraiment une nouvelle envergure. Avant, le réemploi, c'était juste un sujet d'achat de matières non stratégiques, type mobilier, informatique ou d'évacuation de déchets. Et aujourd'hui, c'est un sujet avec le reconditionnement qui vient au cœur de l'offre des entreprises, qui les pousse à récupérer les produits et donc repenser le modèle d'offre de produits et même économiques pour pouvoir les réintroduire et les revendre à des nouveaux clients. Donc, de plus en plus d'entreprises s'y intéressent. Vous êtes aussi de nombreux participants, on avait de nombreux inscrits. Donc, on est ravis de vous présenter ce sujet. Pour que ce soit le plus pragmatique possible et concret, on va donner la part belle à 2 témoignages d'entreprises engagées qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui, donc JVD et Manitou, qu'on présentera juste après. Alors, pourquoi ce webinaire autour, on l'a appelé du RE, hein, vous verrez. Donc, RE comme réemploi, reconditionnement, remanufacturing, rétrofit. En fait, de nouvelles boucles se mettent en place dans ce qu'on appelle l'économie circulaire pour redéfinir petit à petit les supply chains en fait, en Pays de la Loire. Et ça a beaucoup de sens en fait, pour différents piliers de la RSE, que ce soit sur les enjeux sociétaux, économiques pour préserver des emplois qui vont être créés dans les entreprises en Pays de la Loire, pour aussi créer bien sûr plus de valeur avec moins de matière et instaurer des nouveaux modes de contractualisation avec les clients ou de partenariat dans l'écosystème, que ce soit avec les fournisseurs dans la chaîne de valeur ou avec des opérateurs et des sous-traitants. Donc, ça va vraiment aussi travailler tout ce qui va être ancrage territorial, d'où l'idée de réindustrialiser petit à petit le territoire en Pays de la Loire. C'est un enjeu aussi fort en lien avec les problématiques environnementales dans le contexte, on va dire, international et géopolitique, de raréfaction ou de problématiques d'accès ou de rupture d'approvisionnement à certaines ressources. Et pourtant, les ressources, on en a à disposition sur le territoire. Si on prend un exemple, le cuivre, par exemple, aujourd'hui, un opérateur est en train de démanteler tout le réseau de téléphonie. Il y a beaucoup de cuivre présent. Et donc, peut-être ça permettrait de combler les besoins qu'on a pour plusieurs années dans l'industrie, plutôt que d'aller chercher de la matière neuve. Donc, ces enjeux de réintroduction de ressources sont vraiment au cœur de ces modèles-là. Et ça va faire le lien aussi pour réduire les impacts avec les sujets d'éco-conception, puisque pour pouvoir reconditionner des produits, il faut qu'ils aient été repensés dès leur conception pour du coup qu'ils soient réparables, démontables et reconditionnables. Ça fera le lien aussi avec le sujet éco-conception pour la mesure d'impact, comment on arrive à prouver et à réduire. On sait aujourd'hui que le reconditionné réduit un pourcentage important l'impact des produits. Donc là, c'est très intéressant pour cet aspect environnemental. Bref, vous voyez que même sur les aspects réglementaires, il y a des enjeux. Donc globalement, ce sujet du RE va aussi rimer avec le RSE pour repenser les modèles de l'industrie en Pays de la Loire. L'idée, on ne va pas vous présenter une recette prête à l'emploi, mais plutôt une exploration de ces enjeux spécifiques qui apparaissent, que ce soit des enjeux de logistique, de compétences ou de gisement, pour voir comment on peut essayer de piloter cette circularité dans les industries en Pays de la Loire. Il y a plein de nouveaux flux à mettre en place, comme le présente ce schéma de la supply chain circulaire. Alors,
Avant de commencer, une petite question, comme l'indiquait Pauline, dans le cadre de nos démarches de webinaire. Donc, vous voyez, on va parler d'éco-conception et de réemploi. Et donc, l'idée, c'est que vous nous indiquiez votre niveau de connaissance sur ces sujets. Donc, normalement, une petite fenêtre apparaît et on vous invite à répondre dedans. Je vous laisse 15 secondes. Hein. Voilà. Merci, ça y est, on voit quelques réponses. Donc, vous êtes en majorité à avoir déjà quelques notions sur ces sujets, donc un public plutôt averti. Ça nous va bien. Hop. Eh bien, on va pouvoir enchaîner. Avec le premier temps sur donner quelques notions et définitions autour de ces boucles RE. Je laisse la parole à Pauline. Donc, 3 petites slides avant de donner la parole aux 2 témoins qu'on remercie 1000 fois encore. Donc, la première, vraiment pour faire un mini point sémantique, parce que effectivement, quand on parle de réemploi, il y a quand même tout un vocabulaire qui est charrié derrière. Le point commun quand on parle de réemploi, c'est que le matériel réemployé conserve sa fonction initiale. À partir du moment où on va un peu dévier, on va être plus dans le réemploi. On peut basculer notamment dans l'upcycling. Donc, si on reste sur le réemploi, essayer de prendre l'image de la pyramide pour donner l'idée de progressivité de niveau d'intervention sur le produit. Donc, quand le matériel déjà utilisé par une personne est remis en vente, quel qu'elle soit son état, on va parler de seconde main ou d'occasion. Si ce bien d'occasion fait l'objet de tests et est réparé, on peut alors parler de reconditionner. C'est vraiment les conditions pour pouvoir le faire. Et ensuite, si le bien d'occasion fait l'objet de tests et réparé, mais de manière à viser une fiabilité équivalente ou même parfois supérieure au neuf, là, on parle de manufacturer. C'est du reconditionné plus, quoi. Mais il ne faut pas dire ça. Et de manière un peu tangentielle par rapport à la progressivité qu'on a adoptée là, on parle de rétrofit ou de revamping quand on intègre une nouvelle technologie au sein d'une structure ancienne. Donc, typiquement, l'exemple, c'est un véhicule. On va garder, entre guillemets, sa carcasse, si vous me passez cette expression, mais on change le moteur. Donc, toutes ces démarches, c'est des manières de faire du réemploi avec plus ou moins de niveau d'intervention sur le produit qui a donc déjà été utilisé. Et le webinaire va principalement évoquer les démarches de reconditionnement, donc la deuxième base de la pyramide. Quelles sont les manières pour une entreprise de faire du réemploi? Donc, on propose 4 grandes catégories vraiment pour simplifier. La première, celle à laquelle on pense un peu classiquement, c'est celle des acteurs type Envie qui sont dans le paysage depuis longtemps et qui sont les opérateurs, c'est-à-dire ce n'est pas les fabricants. Ils récupèrent du matériel fabriqué par d'autres et utilisé par d'autres, ils le remettent en état et ils le revendent. C'est vraiment ceux qui sont dans le paysage depuis longtemps, ils sont de plus en plus nombreux, de plus en plus professionnels et ils interviennent sur des types de matériel de plus en plus variés. Deuxième famille à laquelle on peut penser, c'est les distributeurs. Eux, pendant extrêmement longtemps, ils n'ont vendu que du produit neuf, mais depuis quelques années, ils se mettent à proposer des gammes de produits issus du réemploi, en s'appuyant d'ailleurs le plus souvent sur les opérateurs de la première catégorie. Et puis, il y a les fabricants. Et c'est ça ce petit signe faible qu'on voudrait un peu illustrer aujourd'hui. Parmi les fabricants, on peut un peu, à notre connaissance, distinguer 3 types. Le premier, je pars de la droite, ceux comme Vesco qui externalisent le réemploi, c'est-à-dire ils vont confier à un acteur tiers, qui est typiquement les acteurs de la première catégorie, il lui confie le soin de systématiquement récupérer, reconditionner et revendre les produits Vesco en fin d'utilisation chez les clients. Le deuxième groupe, qui est un peu au milieu, c'est l'exemple de ceux qui s'approvisionnent en partie en matériel issu du réemploi pour fabriquer leurs produits neufs. Modixia, par exemple, qui est un acteur de Nantes, il produit des ordinateurs neufs, mais avec une partie des composants qui sont issus des réemplois. Et le dernier groupe, qui est le premier techniquement sur la slide, ils récupèrent leurs produits, mais pas que, on verra, ils les remettent en état pour proposer, eux, une nouvelle gamme de produits reconditionnés à vendre.
Et c'est cette démarche dont le webinaire va traiter. Par acquis de conscience, juste, il y a évidemment une quatrième catégorie d'entreprises, et c'est en fait du coup toutes les entreprises qui peuvent faire du réemploi en s'interrogeant globalement sur ses achats, matériel stratégique ou non, et ce qui n'est pas utilisé. Donc et ça peut porter sur le mobilier, les emballages, l'IT, les machines, le textile, les travaux, etc. C'est encore une fois à portée de toutes les entreprises. Dernière slide avant les témoignages. On va le voir justement avec ces témoignages, mais s'engager dans le développement d'une gamme de produits reconditionnés s'accompagne de toute une série de questionnements classiques parce que en lien avec le lancement d'une nouvelle activité, mais qui vient percuter un fonctionnement qui est déjà en place en lien avec les produits neufs. Et donc, on vous propose juste deux séries de questions à se poser. Donc, il va falloir définir le produit qui est le plus adapté pour être collecté et reconditionné. Il va falloir s'interroger auprès de qui on va les chercher, dans quelles conditions on va récupérer ce gisement, quel est le process de reconditionnement qu'on va essayer d'adopter, externaliser, internaliser, quelles sont les conditions de revente, avec quel prix, quelle garantie, éventuellement quel service associé, et bien sûr s'interroger sur les clients. Tout ça se réfléchit évidemment au cas par cas en fonction du contexte de chaque entreprise. Est-ce que la raison pour laquelle on y va, c'est parce qu'il y a une demande client? Est-ce que c'est parce qu'on veut assurer ses appros? Est-ce que c'est une demande purement RSE? Est-ce qu'on connaît les utilisateurs finaux de nos produits déjà aujourd'hui et les différents interlocuteurs? Est-ce qu'il y a un SAV? Voilà, c'est assez large. Est-ce qu'on a des compétences? Donc, on reviendra sur cette matrice un tout petit peu à la fin des témoignages pour essayer d'aller un tout petit peu plus loin. Il y a un autre sujet aussi qui va être à prévoir dès le questionnement de ces enjeux qu'évoquait Pauline, ça va être quelle valorisation on va viser. Est-ce qu'on va viser du coup la mise en place d'un label pour donner de la visibilité à cette démarche? Est-ce que ça va être une gamme à part dans l'entreprise? Donc vraiment penser cet aspect valorisation et également l'aspect mesure d'impact pour quantifier justement cette réduction d'impact. Donc ça fait aussi le lien avec les aspects carbone et éco-conception. Donc tous ces sujets d'économie circulaire sont vraiment mêlés autour de ce sujet du reconditionnement. Après cette partie introductive pour un peu repositionner les bons termes et bien pouvoir apprécier nos deux témoignages, donc on va rentrer dans le vif du sujet. On a la chance d'avoir deux entreprises, on les remercie vraiment de leur participation et on va pouvoir commencer avec du coup le témoignage de JVD et Jérôme Lassara. Merci Jérôme, vous êtes directeur des achats responsables et économie circulaire. Donc en deux mots, JVD, c'est une entreprise qui fabrique des équipements d'hygiène et de confort, créée dans les années 80, qui est située dans le 44. Vous êtes 130 collaborateurs dans le monde et je crois autour de 70 en France. Vous disposez d'un SAV qui est ancien, donc il y a une réflexion ancienne aussi sur la réparabilité dès la conception qui vous caractérise, disons. En 2024, vous avez été lauréat d'un appel à projet de l'ADEME pour travailler sur le projet Reborn que vous allez nous présenter là, sachant que vous allez nous parler de la démarche qui est mise en place sur les sèche-mains, mais il y a d'autres réflexions qui sont menées chez vous en interne, autour notamment des armoires de décontamination, et qui s'appuient sur un autre modèle de distribution. Mais voilà, aujourd'hui, on va vraiment parler des sèche-mains. Juste quelques mots sur la chaîne d'appro aujourd'hui, pour que ce soit clair pour tout le monde. Aujourd'hui, JVD vend des sèche-mains à des installateurs, mais les clients finaux des sèche-mains, ce sont les restaurateurs, hôteliers, etc. J'espère ne pas avoir dit d'énormes bêtises. Est-ce que, Jérôme, vous êtes bien au bout du fil pour parler comme dans les années 80? Voilà, exactement. Ouais, merci pour cette présentation de JVD qui est fidèle effectivement à nos activités. Et je suis ravi de pouvoir partager notre projet Reborn qu'on a créé il y a 2 ans et demi maintenant avec tous les participants de ce webinaire pour montrer en toute humilité le chemin qui a été le nôtre et qui est encore le nôtre puisqu'on progresse tous les jours dans ce dossier Reborn by JVD et qui est vraiment un des aspects importants et vraiment tangibles de notre politique RSE qui est plus large, mais voilà, qui a pris incarnation dans ce projet Reborn. Super. Du coup, justement, les auditeurs n'en peuvent plus. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus en quoi consiste l'offre Reborn?
Voilà, alors l'offre Reborn, elle est née d'un constat simple, c'est que donc nous, on est fabricants ici à Rezé, à côté de Nantes, et pendant, on va dire, 40 ans, on s'est occupé de bien éco-concevoir nos produits, de bien avoir, comme vous l'avez mentionné, un SAV capable de réparer nos produits, etc. Mais on n'était pas vraiment dans une démarche de se dire, en fait, qu'est-ce qu'il advient de nos produits quand ils sont vraiment en fin de vie. Donc, on a pris ce sujet à bras-le-corps, on a monté une équipe de volontaires en interne et on s'est dit, bon, ben voilà, on a envie de savoir ce que deviennent nos produits et on n'a plus envie de les savoir dans une décharge ou un, dans une box de D3E. Donc, on s'est intéressé à ça et on s'est dit, en fait, tout produit qu'on va réussir à récupérer, on va savoir le reconditionner chez nous. Donc, on a débuté ce projet de manière un petit peu voilà, empirique. Et au final, on s'est rendu compte qu'on arrivait à récupérer des produits. On a mis une ligne de production spécifique et on a donné une tonalité particulière à ce projet en faisant un projet inclusif, dans ce sens où on a choisi que ce soit l'ESAT de Rezé qui viennent travailler dans nos murs pour s'occuper de cette ligne. Et ça, encadré par des opérateurs JVD. Donc, en Ok. fait, ça nous a fait repenser beaucoup de choses. Et donc, c'est l'idée de partager ça avec vous aujourd'hui. Euh, Est-ce que juste sur le côté pourquoi vous avez lancé cette démarche, j'entends bien, du coup, est-ce que c'était, j'entends que ça n'était pas pour des raisons écologiques particulièrement, c'était plus un attachement au produit, vous ne vouliez pas qu'il... J'ai envie de dire, c'est un choix du cœur, la création de Reborn. C'est de se dire, en fait, on verra quelle est la notion économique, on verra ce que ça nous amène, mais on ne peut pas, en fait, en tant que fabricant et émetteur sur le marché, s'arrêter à se dire, j'ai bien conçu mon produit, je l'ai bien distribué, je l'ai bien vendu, et après s'arrêter là. On a vraiment fait ce choix de se dire, en fait, le fabricant doit s'occuper du cycle intégral de vie de son produit, et donc mettre des ressources pour mieux gérer cette partie-là. Donc, vraiment, la genèse du projet, ça a été ce point-là. Est-ce que pour autant, il faut mettre les pieds dans le plat? Est-ce que pour autant, c'est pas intéressant d'un point de vue économique, ou est-ce que c'est Alors, rentable? alors aujourd'hui, on a fait la démonstration après 2 ans et demi que c'est rentable. Sur plein d'aspects, c'est rentable d'un point de vue économique, c'est rentable d'un point de vue image, et c'est rentable d'un point de vue logique par rapport à notre démarche qui est d'avoir notre centre de fabrication en France, de donner de l'emploi en France, de prouver que en France, on peut redonner de l'emploi avec ces projets-là, etc. Donc ça va dans la démarche fondamentale de l'entreprise, donc ça a une logique. Ok. Est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu? Donc, effectivement, vous faites appel à cet ESAT pour les reconditionner au sein de votre usine dans le cadre d'une ligne dédiée. Oui. Comment vous les récupérez aujourd'hui, ces sèche-mains? Puisqu'ils sont chez ces restaurateurs et ces hôteliers. Ouais, alors comme vous l'avez mentionné, c'est le point clé et sur lequel on est encore en train de travailler, c'est la récupération du gisement. Nous, JVD, on a construit un mode de distribution en s'appuyant sur des grands partenaires distributeurs ce sont des grands distributeurs électriques ou hygiénistes qui distribuent nos produits, qui eux-mêmes vont vendre ça à des groupes électriques ou à des électriciens qui eux-mêmes vont poser ça, etc. Donc, on est assez, en tant que fabricant, on est finalement assez loin de l'utilisateur ou qui a acheté notre sèche-main. Donc, on a une vraie problématique de comment on a accès au gisement. Donc, on a évidemment travaillé sur plusieurs canaux que sont la première chose, ça a été d'essayer d'inclure le plus possible nos distributeurs dans cette démarche, puisqu'on est convaincu que l'économie circulaire doit faire intervenir l'ensemble de la chaîne de valeur. Et puis, on a aussi travaillé euh, avec d'autres typologies d'acteurs qui vont être des acteurs, par exemple, de la déconstruction ou du curage, qui vont, eux, pouvoir aussi récupérer nos produits avant que ça devienne des déchets. Voilà. Oui, c'est très concret quand l'hôtel n'a plus besoin des sèche-mains. Euh,
Aujourd'hui, quand vous avez topé des partenariats avec ces acteurs-là, comment ces sèche-mains reviennent chez vous? Euh, Alors, nous, on s'occupe de la logistique. Aujourd'hui, on a mis en place une boucle logistique pour récupérer nos sèche-mains. Et après, donc, on les stocke. Et puis, comme on travaille avec les AT, on les stocke par typologie de matière. Et quand on a une quantité suffisante d'un sèche-main, on ouvre une ligne dédiée de manière à pouvoir vraiment avoir une forme de continuité dans la production. On démonte l'intégralité du sèche-main. On s'est équipé, grâce au soutien de la région Pays de la Loire, de gros lave-vaisselle professionnels, reconditionnés évidemment, qui font partie intégrante de notre chaîne de production. Et on va donc tout démonter, tout nettoyer, tout vérifier. Et quand c'est nécessaire, on va changer telle ou telle pièce de manière à pouvoir remettre à neuf le sèche-main et à pouvoir lui donner un niveau de garantie et un niveau de fiabilité voilà, qui est du reconditionnement, voire du remanufacturing. Quand je vois votre présentation ce matin, on est quasiment à ce niveau-là aujourd'hui, puisque nous, on a des standards de qualité qui font que, voilà, on va pas, on n'a pas on revient dans nos standards de fabrication. Voilà. sur les garanties, est-ce que c'est un sujet de difficulté de savoir comment on regarantit ce produit-là? Est-ce que voilà. Non, c'est pas une difficulté. Nous, voilà, quand on l'a démonté, on a changé les pièces qui potentiellement pouvaient être dysfonctionnelles. On est très à l'aise avec la garantie. Aujourd'hui, on offre 2 ans. Voilà, ça permet aussi d'un point de vue marketing d'avoir une différence avec notre offre neuve, mais ça a un niveau de fiabilité important. Donc, on est très à l'aise avec la garantie donnée sur nos produits reconditionnés. Ça pourrait être beaucoup plus d'années de durée de vie à nouveau qui s'ouvrent, c'est Exactement. ça. Ouais, voilà. Voilà, Ok. exactement. Mais si je prends un exemple récent, on a récupéré une quinzaine de sèche-mains, par exemple, sur la tour Marianne de Bretagne. Voilà, c'est ces sèche-mains qui avaient été vendus il y a 25 ans, qui étaient toujours en état de fonctionnement, qu'on a récupéré, qu'on a remis sur la ligne de reconditionnement. On va changer juste la carte électronique parce qu'elle est plus aux normes, mais l'appareil va repartir pour une durée de vie quasiment équivalente. Quand on donne une durée de vie de garantie 2 ans, vous voyez que dans les faits, on a déjà des appareils qui sont très résistants. Voilà. Et c'est peut-être ça aussi un élément très important dans le décryptage. Enfin. Est-ce que sur les canaux de revente, vos clients, qui sont les clients de ces produits reconditionnés? Et une question peut-être sur le prix. Comment vous vous positionnez Ouais, alors pour, euh, pour la partie revente, on a créé un site internet qui s'appelle Reborn by JVD. Donc, j'invite tout le monde, si vous avez besoin de sèche-mains, à aller s'approvisionner là-bas. Petite page de pub terminée. Oui, c'est Euh, cadeau. donc, on a créé un site de vente directe de manière à pousser notre offre reconditionnée, qui est aussi voilà, une première étape. Demain, quand on aura un gisement plus conséquent, etc., on pourra aussi avoir d'autres modes de distribution chez nos distributeurs, etc. Pour l'instant, on a choisi ce mode de distribution et on offre aussi à certains de nos clients la possibilité d'avoir cette offre de reconditionnement de manière aussi à pouvoir pousser certains dossiers, parce que dans le cadre de la loi AGEC, alors je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais c'est l'État, pour faire simple, c'est l'État qui s'auto-impose d'acheter une partie de ces produits issus du réemploi ou ou de produits reconditionnés. Donc ça permet aussi d'avoir des succès commerciaux pour certains appels d'offres, voilà, dans certains cas. Donc, c'est notamment eux les nouveaux clients. Et en termes de prix, est-ce que vous avez un positionnement, ça dépend des gammes justement par Ouais, rapport alors en termes de prix, alors sur le site internet, vous verrez que c'est évidemment plus attractif par rapport à notre prix public. Voilà. Après, on voit que la variable prix, finalement, est pas une variable si importante. On a affaire potentiellement à des gens qui ont une vraie conscience écologique et qui ont compris que
finalement, ben, nous, ça nous demandait de démonter, de remonter. Donc, il y avait quand même beaucoup de main-d'œuvre mise en place, plus le changement des composants, etc. Donc, on peut avoir, euh, ça peut aller de prix qui sont quasiment équivalents à ceux du neuf, à des prix un peu plus discountés en fonction des produits. Donc, pour l'instant, on va dire qu'on n'a jamais eu vraiment de vraies problématiques en termes de positionnement de prix. Ok. Même si Alors, l'attente globale, hein, parce que ça vient aussi, je pense, de l'approche un peu B2C que peuvent avoir les gens sur des sites comme Black Market, etc., de se dire, bah, le reconditionné, c'est forcément moins cher. Moi, je ne suis pas forcément de cet avis. J'aime bien aussi pousser le fait que, en fait, ça a redonné de l'emploi en France, ça a refait travailler, on a utilisé moins de matière, on a un produit qui est plus écologique, et donc je ne vois pas fondamentalement pourquoi il devrait être moins cher. Donc on est voilà, on est sur sur ce débat-là, mais voilà, c'est toujours le client qui a raison à la fin. ouais. Ben, peut-être trois dernières questions. Euh, qu'est-ce que cette offre, elle change? Est-ce que ça change quelque chose dans la manière de fabriquer, dans les compétences, dans les partenaires? Mm. On a vu les Alors, qu'est-ce plusieurs. que ça change? Je dirais que ça vient réaffirmer pour ceux qui pouvaient en douter que nos produits sont fabriqués en France, qu'on est propriétaire de tous nos moules d'injection plastique, d'injection aluminium, etc., qu'on a encore l'ensemble de nos pièces détachées, même pour des appareils qui ont 25 ans, etc. Donc, ça vient réaffirmer qu'on produit en France et qu'on est toujours capable, chez JVD, de réparer un produit JVD. Donc, ça vient réaffirmer ça. Après, ça change en termes de perception et de, j'ai envie de dire, de cohérence RSE, c'est que on fait ça parce qu'on y croit, et parce qu'on a envie de le faire, etc. Donc ça vient réaffirmer aussi nos valeurs. Donc ça, j'estime que c'est quand même important. Et puis après, ça vient aussi montrer qu'on a une forme voilà, d'innovation par rapport à tous ces enjeux aussi de gestion de la matière, etc. Et ça reboucle un peu pour moi sur l'éco-conception, c'est-à-dire que on voit que quand on a un produit vraiment, parce que nous, on a eu la chance de partir d'un asset qui était de se dire nos produits sont bien faits, bien conçus, ils sont réparables. Et donc, ça vient réaffirmer ça. Donc, on avait cet asset au début, et donc ça vient redire potentiellement à des gens qui s'interrogent sur ce sujet de se dire c'est vraiment fondamental d'avoir des produits qui sont bien conçus. Et c'est vraiment, j'ai envie de dire, une grosse différence aussi avec des produits sur lesquels nous, on peut se battre, qui sont des produits de grand import chinois sur des sèchements, etc., qui, eux, on le voit, sont quand même beaucoup moins réparables, voire absolument pas réparables. Ok. Je fusionne une nouvelle question que j'avais en tête, mais comme je vous ai vendu trois avec la dernière. Est-ce qu'on vend différemment un produit reconditionné par rapport à un produit neuf? Et est-ce qu'il n'y a pas le danger d'une cannibalisation? C'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas une autoconcurrence que vous faites avec vos produits neufs? Non. Alors, l'avenir nous le dira, et puis si ça s'auto-cannibalise, bah, ma foi, tant pis si le modèle économique était viable comme on l'a pensé, mais je ne crois pas. Je crois que vraiment, euh, c'est important qu'on se dise, en fait, c'est notre duty que de faire en sorte de consommer moins de matière pour produire des sèche-mains. Donc, je vois pas ça comme un problème. À partir du moment, effectivement, où le modèle économique du reconditionnement fonctionne et que ça permet la pérennité de l'entreprise. Donc, c'est Oui, bien important de dans le ce dire. sens-là. Voilà. Et c'est parce que c'est potentiellement une rentabilité qui est peut-être pas la même, mais c'est une rentabilité tout de même qu'aujourd'hui, on peut se permettre de le faire. Donc, c'est ça. Et après, pour la première partie de votre question, est-ce qu'on vend de la même manière? Non, aujourd'hui, on voit que comme le marché est quand même pas mature, on a besoin de donner plus d'explications, plus de contexte et de bien montrer aux gens l'intérêt et une forme de réassurance parce que les gens vont peut-être avoir été déçus par un achat de reconditionné d'un produit qui marchait pas si bien, etc. Donc, on voit quand même que euh, c'est important qu'on arrive à dire on est fabricant, on reconditionne nos produits et donc il n'y a absolument aucun risque. Euh,
Donc voilà, par rapport à votre slide où vous montriez les acteurs qu'on pu se créer sur des filières, etc., qui avaient peut-être moins de connaissances de produits. Nous, comme c'est nos produits, et je pense que ce sera le même témoignage pour Manitou, comme on a une connaissance parfaite, il n'y a absolument aucun risque, voilà, pour l'utilisateur. Et donc ça, il faut qu'on soit fort pour réaffirmer ces points-là. Super, merci beaucoup de ce partage détaillé. Ce qu'on peut retenir en quelques mots, c'est qu'à la fois, donc, vous récupérez vos propres produits qui ont une durée de vie très importante, on l'a vu, ça c'est un élément important dans la mise en place du reconditionnement, en tissant des partenariats avec des structures de SS qui viennent au sein de JVD, où vous avez dédié une ligne spécifique dans l'usine. Une difficulté un peu, ça va être sur le sourcing, hein, on l'a évoqué du coup, un des points importants. Pour la commercialisation, il y a une approche un peu spécifique à développer, notamment plus d'explications, ce que vous évoquiez, et puis un site dédié. Un point qui est important, c'est que dès le départ, vos produits étaient bien conçus et réparables. Et du coup, cette démarche vous permet vraiment de réaffirmer le positionnement du fabriqué en France. Donc ça, c'est un point très important. Et vous êtes plutôt confiant et pas de peur sur la cannibalisation de l'offre qui peut être fait par rapport au reconditionné. Donc, merci de ce partage. S'il y a des questions des participants, n'hésitez pas à les poser. On les prendra sans doute à la fin. On va faire les 2 témoignages d'entreprise pour pouvoir aussi comparer la mise en place des 2 boucles de reconditionnement. Ok, merci. Merci beaucoup, Jérôme. On va passer la parole à Pascal Graff du groupe Manitou. Je suis un peu désolée s'il faut que je présente ce groupe, qui est donc un fabricant, distributeur de matériel et de services de manutention et d'élévation. C'est un groupe mondial, il y a plus de 6000 salariés. Il s'appuie sur un réseau de distribution très établi, on va le voir avec Pascal, tout en ayant des clients directs des grands comptes. Et ils ont développé une offre réemploi qui remonte maintenant, puisque c'est dès 2015. Autour de ces matériels-là. Du coup, Pascal, est-ce que vous êtes là? Vous êtes Life Cycle Solutions Director. Je ne pouvais pas ne pas le dire. Je vous passe la parole. Enfin, un grand merci à vous et on vous interrompra peut-être s'il y a des petits besoins de précision ou pas, mais à vous la parole. Merci, Pauline. D'abord, merci de nous donner l'opportunité de témoigner sur ce beau sujet qu'est l'économie circulaire. Et voilà, parfaite présentation de Manitou pour commencer. Donc voilà, pourquoi l'économie circulaire chez Manitou? Un petit schéma pour introduire un petit peu la timeline qu'on a eue sur ce sujet. Donc il faut savoir que dans le réseau Manitou, dans l'écosystème Manitou, l'économie circulaire, on l'appelait pas comme ça en 1958, hein, mais finalement, c'est inscrit un petit peu dans l'ADN de l'entreprise, puisque notre réseau de distribution répare et revend des machines de seconde main depuis toujours, à l'instar de ce qui se fait dans l'automobile. On a un petit peu les mêmes modes de fonctionnement. Donc nos machines sont très réparables et donc peuvent être revendues en seconde main. Depuis 2015, effectivement, on a commencé à s'intéresser à s'impliquer plus largement dans le sujet, notamment avec la création d'une filiale qui s'appelle Manitou Global Services et qui est aujourd'hui complètement dédiée à cette activité et une filiale qui se trouve à Ancenis, qui est un peu un laboratoire qui nous permet de développer les choses. Et en fait, on voit qu'entre 2015 et 2026, on a multiplié déjà le chiffre d'affaires par 5 par rapport à cette activité-là. Et on peut aussi dire que c'est la filiale du groupe la plus rentable. Donc c'est aussi un beau résultat. Alors pourquoi de l'économie circulaire chez Manitou? Au départ, c'était un projet purement économique. On avait déjà pas mal de données de nos réseaux pour dire que ce sujet de revente de machines d'occasion était rentable et donc
on savait qu'on pouvait augmenter nos marges sur la durée de vie, sur le cycle de vie d'un produit. Pas que, c'était aussi de l'optimisation du TCO, c'était vraiment un relais de croissance. Aussi un petit peu, on commençait à voir apparaître des réglementations, donc c'était un petit peu d'anticipation sur les règlements qui allaient arriver. Et donc pour nous, c'était aussi important de commencer à s'intéresser plus largement au sujet. Aujourd'hui, on voit, hein, c'est tous les sujets de raréfaction des matériaux, de risque d'approvisionnement, les risques de géopolitique, etc., qui font, enfin, qui nous donnent raison finalement dans la voie qui a été prise à développer ces offres de remanufacturing. Alors chez nous, en quoi ça consiste l'offre? En gros, c'est de remettre un matériel usagé en état. Et comme l'a bien mentionné, je pense, Jérôme, un des gros challenges au départ, c'est l'approvisionnement des matières usagées ou des matériels usagés. Et donc nous, on est venu s'inscrire un petit peu dans un écosystème existant. Il y a plein de moyens de récupérer des machines dans notre écosystème. Donc il y a des machines qui sont vendues via des sites de mise aux enchères dans lesquels on est. Il y a des marchands de machines, il y a des partenaires, il y a des assurances, il y a nos concessionnaires bien sûr, et puis un réseau de distribution que nous avons également en propre. Et ce qui est intéressant, c'est que l'analyse qu'on en a faite, c'est que finalement la rentabilité qu'on peut avoir sur la revente de ces matériels de seconde main, elle varie en fonction des partenaires avec lesquels on travaille. Et donc, on essaye évidemment de favoriser les partenariats et les reprises de machines avec les filières qui sont les plus rentables. Je pense qu'on peut passer à la suivante. Alors, notre centre de reconditionnement qui a été donc la filiale qu'on a dédiée à la reconditionnement des machines de seconde main se trouve en SNI. C'est un site où aujourd'hui il y a 32 personnes. Hein. On a commencé beaucoup plus petit il y a 15 ans, mais aujourd'hui c'est un site qui tourne, donc il est déjà trop petit malheureusement. Donc il va falloir qu'on réfléchisse à l'agrandir. Et là, on a plusieurs activités autour du reconditionnement. Alors aujourd'hui, c'est le reconditionnement des machines dont on parle principalement, mais en fait, on fait plein d'autres activités. On remet en état aussi des composants qui sont revendus dans le cycle et redistribués dans l'écosystème. On fait aussi de la location de longue durée. C'est pas le sujet du jour, mais c'est un support très très important pour alimenter aussi, pour sourcer les machines qui reviennent en reconditionnement. On fabrique certains éléments, on fait de l'impression 3D, on fait du démantèlement. Donc pour boucler la boucle, c'est aussi plutôt intéressant de s'intéresser à quand une machine est arrivée en fin de vie, qu'est-ce qu'on fait des composants, hein, donc ça fait partie de la durabilité. L'offre, elle s'est structurée au fil du temps. Donc on s'est rendu compte que à la base on faisait du sur-mesure, donc on vendait des machines de seconde main en fonction du besoin du client. Et on s'est rendu compte qu'à un certain moment, il a été intéressant de standardiser un petit peu cette offre. Donc on a construit des packs pour standardiser la finition. Et du coup, ça nous a aussi permis de réfléchir à offrir de la garantie sur ces matériels. Et en fait, on arrive aujourd'hui, dans les packs les plus élevés, à fournir une garantie équivalente au produit neuf. Alors, on a parlé tout à l'heure, j'en profite, de cannibalisation. La cannibalisation, pour nous, c'est vraiment pas un problème. Pour vous donner un exemple très parlant qui n'est pas dans le secteur de la machine de seconde main, mais
qu'on a réellement expérimenté, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, on a proposé des durées de vie enfin, d'huile, de remplacement d'huile, euh, qui était proposé à 1000 heures. Donc, certaines machines devaient faire l'objet du remplacement de l'huile hydraulique à 1000 heures. Bon, il faut savoir qu'il y a quand même le plus souvent 200-250 litres d'huile dans nos machines, hein, donc c'est un coût important. Et on a doublé la durée de vie de ces remplacements. Donc, on est passé de 1000 heures à 2000 heures. Et bon, on a eu beaucoup de résistance à l'époque pour des vendeurs qui nous ont dit, bah oui, mais si vous doublez la durée de vie de l'huile, on va en vendre 2 fois moins. Et en réalité, le résultat était juste l'inverse. On en a vendu 2 fois plus. Et on en a vendu 2 fois plus pour une simple raison, c'est qu'on s'est intéressé au sujet, on a associé la vente d'huile à la garantie, et la garantie qui était proposée si le remplacement se faisait à 2000 heures, ben, du coup les gens se sont dit que il fallait absolument utiliser l'huile de chez Manitou et pas une huile vendue par un autre pétrolier. Et donc finalement ça nous a permis de vendre 2 fois plus. C'est un Donc super voilà. exemple. Voilà, Merci. la cannibalisation, en fait, elle n'existe pas parce que ce sont au final des marchés sur lesquels on n'est pas forcément, qui sont pris par d'autres sans qu'on le sache vraiment. Et donc, c'est reprendre c'est reprendre des parts de marché à des acteurs qui travaillent sur nos matériels. Alors, le modèle commercial Use Manitou certifié aujourd'hui, il fait l'objet d'une digitalisation à tous les niveaux, hein. Euh, on a complètement digitalisé pardon, le process dans le cadre du développement de ces labels, et chaque étape a son outil qui est intégré et qui est un moyen aussi que l'on utilise pour la transparence vis-à-vis de nos partenaires et vis-à-vis de nos clients. Euh, Donc tout ça nous permet de remarketer de manière professionnelle tous ces machines au travers d'une série de moyens digitaux. Alors on a notre propre site Used Manitou qui est un intranet et un extranet, donc c'est une marketplace que l'on utilise de manière interne avec notre écosystème, mais aussi vers l'externe vis-à-vis de tous les clients. Et puis on utilise aussi certains supports des pure players comme des plateformes complètement spécialisées, Mascus, donc c'est l'équivalent du Bon Coin ou quelque chose comme ça. Et puis les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn. Aujourd'hui, globalement, euh, 50% de nos ventes se passent au travers de ces moyens-là, voire plus, hein, c'est en augmentation constante, et environ 30% sur les réseaux sociaux. Donc c'est assez important comme moyen de diffusion de notre offre. Alors qu'est-ce que ça a changé chez Manitou en termes de mindset? Alors là, j'en ai mis quelques-uns, quelques exemples. Je ne vais pas tous les commenter parce qu'on ne va pas avoir le temps, mais je vais peut-être en pointer deux. Euh, la relation avec nos fournisseurs, c'est-à-dire que bon, Manitou, c'est quand même un assemblage de beaucoup de composants qui viennent de divers fournisseurs. Et donc, euh, Jérôme l'a mentionné aussi avec son écosystème aval, mais c'est aussi important d'impliquer notre écosystème amont. Euh, donc aujourd'hui, on a commencé à mettre toute une série de critères de circularité dans les demandes d'offres que l'on a vers nos fournisseurs. C'est-à-dire qu'ils doivent répondre à toute une série de critères
pour pouvoir rester fournisseurs et surtout adapter leur offre pour qu'on puisse organiser la circularité derrière. Un deuxième grand chantier qui est engagé chez nous, c'est la standardisation des composants. Bon, chez Manitou, on a énormément de modèles, on travaille sur des gammes très très larges, qui sont parfois des très petites séries. Et bon, ça complique notre tâche dans l'économie circulaire. Et donc, on a engagé ces chantiers de standardisation et d'éco-conception. Alors, là, Jérôme nous a dit que l'éco-conception, c'était très avancé. Chez nous, c'est pas encore tout à fait le cas. On a été happé par la linéarité à un moment donné, et puis il faut qu'on revienne à des choses beaucoup plus réfléchies pour encore améliorer notre rentabilité. Euh, voilà, bon, c'est un petit exemple, je vais passer peut-être rapidement, c'est un petit exemple du plan d'action que l'on a justement pour aller euh, vers moins de linéarité et plus de circularité. C'est ce que ça permet d'améliorer, donc beaucoup plus de possibilités de manufacturation, de rétrofit, de refurbishing. Bon, excusez-moi, là, il y a un peu d'anglais, mais Non, c'est OK. j'ai pas réussi à tout traduire. Voilà. Donc, c'est un petit peu notre plan. On voit que dans le temps, ça prend du temps hein, de changer ce mindset vers plus de circularité. Mais voilà, ce sont des chantiers qui sont engagés. Euh, Ensuite, Pauline, tu m'avais demandé de faire quelques petites recommandations par rapport à ces plans-là. Moi, j'en reviens. Au départ, c'est la conception pour la circularité. Si un produit n'est pas réellement conçu pour favoriser cette circularité, c'est plus compliqué. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas le faire. On peut commencer, bien sûr. Nous, on a commencé. Mais c'est la rentabilité économique, la valeur que l'on peut obtenir en seconde main est beaucoup plus importante si c'est conçu correctement au début. Réduire l'intensité des ressources, hein, ça fait partie de notre plan aussi. On sait toute la pression qu'on a déjà aujourd'hui sur certaines matières. Voilà, ça fait aussi partie de ces aspects de conception qu'il faut qu'on améliore et la circularité vient aussi contribuer à réduire ce besoin d'intensité de ressources. Prolonger la durée de vie, bon, c'est aussi notre leitmotiv. On sait que des machines aujourd'hui, en tout cas certains composants de nos machines, pourraient très bien avoir 2, 3, 4 EI. Donc pourquoi pas réutiliser ces composants-là aussi éventuellement dans la création de nouvelles machines et de remise en état. Donc ça va aussi nous permettre de mettre les étapes suivantes en cours. Et ensuite, gérer la fin de vie, c'est-à-dire que on revient à l'aspect du sourcing. Gérer la fin de vie nous permet de récupérer beaucoup de composants qui nous permettent de rentabiliser la remise en état des machines de seconde main. Pourquoi aller mettre une pièce neuve sur les machines de seconde main? Donc ça nous amène aussi à avoir une réflexion importante sur les compétences. Donc aujourd'hui, on a énormément d'ingénieurs et de techniciens dans l'entreprise qui ont finalement été formés sur des cursus standards, plutôt dans l'amélioration de la performance et de l'efficacité. Ce qui est pas tout à fait en adéquation avec les besoins qu'on a aujourd'hui de circularité et de robustesse. Donc là aussi, on a besoin de faire évoluer un petit peu les cursus et nous, on est pas mal en
en relation avec le monde académique aussi, hein. On vient de terminer en collaboration avec Centrale Supélec une thèse de doctorat sur comment augmenter la circularité dans le monde des engins lourds. Et donc, ça nous a amené à réfléchir aussi sur quelles sont les compétences à faire évoluer pour aller vers plus d'économie circulaire. Et là, vous avez toute une série d'exemples que je ne vais pas non plus commenter parce que je crois que je suis déjà au-delà du temps. Un dernier petit, voilà, les derniers petits recos aux Voilà, alors participants. la grosse recommandation, je dirais qui sort de notre expérience, hein, c'est que en fait on voit que la circularité elle est sur tous les sujets. Donc si on veut faire de l'économie circulaire rentable et de la machine de seconde main rentable, euh, il faut déjà pouvoir identifier son gisement. Chez nous, c'est pas simple, hein, parce qu'on perd assez vite la trace de nos machines une fois qu'elles sont sur le terrain. Donc l'identification du gisement, la, euh, la récupération des machines et des composants et de la matière, parce qu'on s'occupe aussi de la matière, pour alimenter les circuits de reconditionnement, de remanufacturing, de remise en état et de vente de machines de seconde main. Et en fait, tout ça est intimement lié. Il faut absolument faire progresser tous les sujets euh, de manière coordonnée. Donc on peut pas se dire, essayer de travailler en silo en disant, bon, je vais juste travailler le sourcing et puis bon, je vais avoir du sourcing, mais qu'est-ce que j'en fais derrière? Ou je peux pas dire, non, je fais du reconditionnement ou de la remise en état sans m'occuper du sourcing, parce que du coup, ça va pas fonctionner. Euh, la machine et les composants, en tout cas chez nous, c'est aussi intimement lié et on a aussi tous les aspects du coup de recyclage et de matière qui sont aussi intéressants à traiter pour apporter une rentabilité globale. Donc il vaut mieux traiter tous les sujets en même temps et peut-être se limiter à une gamme ou à un modèle et puis y aller pas par pas. Ça a été notre méthode, c'est comme ça qu'on a fait. Voilà. Et je crois que j'en ai encore une derrière. Voilà, ouais. En fait, on a un plan, on a mis un plan en place qui s'articule autour de 3 axes aujourd'hui pour avancer, qui est donc de mesurer d'une part, donc construire tous les indicateurs d'économie circulaire intéressants. Alors, il y en a beaucoup, hein, il y en a plus de 200, donc il faut aller faire une sélection là-dedans. Euh, et, et définir tout ce qui est nécessaire pour mesurer correctement et pour développer le sujet. Ensuite, faciliter. Euh, c'est collaborer avec ces réseaux, c'est suivre l'ISO, c'est utiliser tous les moyens à notre disposition pour faciliter la mise en place de toutes ces offres de seconde main et d'économie circulaire. Et puis c'est faire. Alors dans notre cas, c'est également faire. Donc c'est comment réutiliser les composants, comment démanteler les machines. Est-ce qu'on le fait nous-mêmes en partenariat? Voilà, ce sont toutes des questions ouvertes pour nous dans notre plan jusqu'à 2030. Merci beaucoup, Pascal. J'avais noté quelques points, moi, en termes un peu de synthèse et des petites précisions. Donc, Manitou, engager de longue date sur les questions de durabilité, mais avec l'aiguillon de rentabilité économique comme critère clé. C'est quand même intéressant à voir. Vous appuyez vraiment sur des partenariats établis de longue date, donc ce n'est pas les mêmes questions que JVD typiquement. Vous dédiez une usine vraiment au reconditionnement qui fait un peu office de centre de recherche pour les pratiques des autres Manitou Center. Vous, comme c'est depuis 2015, il y a vraiment eu un travail de standardisation, de structuration, avec une stratégie de commercialisation et de communication qui passe par différents canaux. Merci pour l'exemple de la cannibalisation qui n'a pas lieu. Je pense que c'est vraiment un des freins qui peut bloquer le fait d'y aller.
Et vous avez bien mis en avant combien le reconditionnement nourrit les réflexions sur la conception, sur même la chaîne aval et pousse à la transversalité. Peut-être ce qu'on n'a pas dit et que je vais dire très rapidement, c'est que vous récupérez vos produits, mais pas que, ça c'est quand même intéressant, que vous rachetez les produits à partir d'une base de données que vous avez établie, pareil, de longue date maintenant, mais progressivement. Et peut-être ce qu'on n'a pas dit non plus, mais c'est notre faute parce qu'on vous a pressé, c'est que les produits, quand ils arrivent chez vous, en fait, vous avez un faible stock, comme vous aviez dit, parce que le client sait ce qu'il veut, donc vous allez même le reconditionner à façon, quoi. Vraiment presque le Sur mesure pour le client. Ouais. Du coup, un grand merci. On fait très vite pour la fin. On voulait juste reprendre rapidement la matrice pour dire, alors je ne vais pas reprendre tout du coup, mais brièvement, le sourcing, on peut donc récupérer ses produits, mais pas seulement, auprès de ses clients ou pas. Soi-même, on peut faire la collecte soi-même en utilisant une boucle logistique qui existe ou pas. Sur les process de reconditionnement, je ne vais pas forcément passer. Les conditions de revente, au-delà des deux exemples-là, et encore une fois, merci Jérôme et Pascal, il y a d'autres modalités qui sont mises en œuvre. Parfois, on charge un tiers de la vente, on la confie à quelqu'un d'autre. Là, on a eu des exemples plutôt de sites Internet dédiés, mais il peut aussi y avoir le choix de mélanger la gamme reconditionnée avec le neuf. Les prix, on l'a dit, c'est parfois inférieur au neuf, mais pas forcément. Les garanties, c'est quelque chose de notre connaissance qui effectivement, qui pourrait apparaître comme un point clé bloquant, mais qui a priori ne l'est pas, surtout quand on récupère ces produits, on connaît ces produits, on sait qu'ils ont cette valeur. Les clients, on en a peu parlé. Ça peut être des nouveaux clients, ça peut être pas forcément des nouveaux clients, des parts de marché. Et sur les côtés motivation initiale, on a entendu celle des deux témoins. Ça peut être un engagement environnemental, ça peut être un engagement plus en lien avec la fierté de son produit. On n'a pas envie qu'il devienne n'importe quoi. Ça peut évidemment être le fait qu'on voit qu'il est sous-utilisé, donc plus une opportunité business là-dessus, mais ça peut aussi être une question de sécurisation des approvisionnements. Les compétences, je reviens un tout petit peu dessus. On pense tout de suite aux compétences techniques, mais ce n'est pas forcément celui que vous avez le plus souligné, parce qu'on peut aller les trouver en interne ou en externe, mais il y a cet enjeu peut-être sous-envisagé en termes de marketing, de savoir aller rassurer le client en disant c'est un produit reconditionné, mais n'ayez pas peur. Peut-être des points qu'on n'a pas abordés tout à l'heure, c'est les questions d'appui à l'expérimentation. Jérôme l'a bien dit, ça fait pas longtemps, donc on est dans de l'expérimentation. Et parmi les acteurs auprès desquels vous pouvez essayer d'aller chercher de l'aide ou des sous, je me dois de vous parler des éco-organismes qui aujourd'hui peuvent avoir peuvent apporter des financements pour ce type d'expérimentation, favoriser le reconditionnement. On n'a pas parlé beaucoup des services associés, mais c'est l'occasion, tous les deux, vous nous en aviez parlé quand on avait préparé ce webinaire, c'est l'occasion de s'interroger sur qu'est-ce qu'on peut apporter comme autre service pour être aussi différenciant, et on peut glisser sur des questions plus générales en lien avec l'économie de la fonctionnalité, donc faire un pas de côté par rapport à son modèle économique. Et le dernier point, je peux te redonner la parole. Oui, c'est en lien avec du coup la valorisation. Est-ce qu'on va aller chercher du coup un label et quelles mesures d'impact on va pouvoir faire de ces sujets reconditionnés, puisqu'on voit qu'il y a un élargissement des types de produits qui vont être concernés par le reconditionnement. Peut-être historiquement, il y avait du mobilier. Aujourd'hui, on parle de plus en plus électronique, électrique, mécanique, machine, BTP. Et donc, en fait, on va bien voir que selon le cycle de vie, la durée de vie d'un produit, ça va être plus ou moins pertinent d'aller vers du coup ce reconditionnement juste d'un point de vue mesure d'impact, mais dans tous les cas, ça va être intéressant. Et donc, plus un produit a une durée de vie longue, plus ça va être intéressant d'aller travailler ces modèles pour intensifier l'usage. Et donc, c'est le lien que va permettre l'éco-conception pour montrer vraiment tout le gain matière qu'il y a, mais aussi en gain en phase d'usage et gain fin de vie sur les produits. Donc, en synthèse, voilà, reconditionner, ça amène à repenser forcément les produits et pour refabriquer, qui était notre titre, on l'a bien vu avec les deux exemples, l'enjeu de
de maintenir une activité industrielle importante et préserver au maximum d'emplois aussi en France, avec la fierté de fabriquer les produits sur le territoire. Il y a quelques freins à lever. On est aujourd'hui sur un peu un signal faible qui s'intensifie, notamment sur le gisement qui a été cité, mais de nombreux avantages. Donc voilà, ça se fait, ça nourrit les réflexions d'éco-conception et également de RSE. Ça a été très bien illustré. Finalement, tous les piliers de RSE vont être nourris et enrichis. Et ça a été dans les 2 entreprises le cas. En fait, là, il y a une démarche RSE qui porte et qui soutient en fait ce travail de reconditionnement. Donc, pour terminer, on voulait vous dire aux participants, à vous de rejouer. C'est notre dernier jeu de mots, après, on arrête. Donc, en tout cas, côté CCI, on a une offre transition écologique pour vous accompagner sur ces sujets. On ne va pas forcément tout détailler maintenant, mais on voulait juste faire un focus peut-être sur la partie justement reconditionnement, réemploi avec 2 dispositifs. Alors, nous, grâce à l'ADEME, on propose des accompagnements qui sont 100% pris en charge. Merci l'ADEME, merci beaucoup. Un qui s'appelle l'Éval Réemploi, c'est sur 1 jour et demi. Globalement, je viens dans votre entreprise, on passe en revue, soit si vous voulez travailler sur l'offre, on passe en revue le questionnement un peu comme ce qu'on a vu aujourd'hui, soit si vous voulez travailler plus sur les autres types de flux qui sont en lien avec les achats et l'évacuation, ça peut être ça, ou alors un réflexe réemploi qui là s'étale sur 10 mois, ce qui permet à travers un suivi téléphonique tous les mois et demi, on avance et puis en fonction de l'actualité, des nouveaux besoins, on s'adapte pour creuser un nouveau point en lien avec le réemploi. Et j'ai moi du temps pour vous appuyer d'un point de vue méthodologique ou même faire des recherches de gisements, d'acteurs qui peuvent répondre aux questions. Donc ça, c'est les 2 sur le réemploi. Et sur l'éco-conception, vu qu'on a vu que c'est très lié d'avoir des produits qui soient éco-conçus, on peut faire une acculturation d'entreprise avec l'Éval éco-conception pour commencer à ouvrir le sujet et voir vos pressions, enjeux à y aller et décrire un peu un cycle de vie d'un des premiers produits que vous avez. Et on a un programme d'accompagnement sur 15 mois, là pour vraiment intégrer la compétence éco-conception avec intégrer l'ACV en interne, éco-concevoir un premier produit ou un premier projet pour créer des outils internes pour vraiment piloter ce sujet de l'éco-conception, donc avec plus de 15 jours d'accompagnement sur 15 mois. Et là, on va lancer la 8e promotion en juin. Donc, on a plus de 50 entreprises qui ont été accompagnées depuis 2019 dans la région grâce aussi au soutien de l'ADEME. Vous aurez le détail de tous ces produits, on ne les passe pas maintenant d'accompagnement si besoin ici. On voulait rapidement partager 2 outils. 2 autres outils, après juste, si vous restez 1 seconde de plus pour les petites questions à la fin, c'est 3, c'est très rapide. Donc, j'attire votre attention sur 2 choses. Il y a donc un label qui existe, s'appelle RQ, qui a été développé par la fédération RCube qui fédère les acteurs du reconditionnement en France. Et c'est travaillé par eux, développé, certifié par DECRA, donc c'est quelque chose de tout à fait professionnel et c'est vraiment là pour pouvoir justement homogénéiser ce qu'on appelle un produit reconditionné avec le tampon qui rassure. L'autre, donc n'hésitez pas à contacter DECRA ou RCube. L'autre outil, c'est vraiment plus global, la CCI a lancé une communauté qui est disponible en ligne, accessible à tous et gratuite, toujours grâce à l'ADEME, et qui regroupe les offreurs de solutions circulaires, pour le coup on est vraiment plus large, de la région, l'idée étant pour les entreprises ou les collectivités d'essayer de faciliter le sourcing quand ces acteurs ont envie d'aller toper une solution qui soit un peu plus circulaire que lambda. Donc typiquement, une entreprise qui dit « je voudrais m'approvisionner en tel produit et qui soit issu du réemploi », vous pouvez donner ces critères-là et les acteurs locaux apparaîtront. Et donc, pour terminer, quelques petites questions pour voir si le webinaire a été clair. Une petite question sur en quoi consiste le reconditionnement d'après ce qu'on a pu évoquer. Est-ce que c'est une réutilisation d'un déchet, une remise en état d'un produit après test et éventuelle réparation, une modernisation d'un équipement en y intégrant de nouvelles technologies ou une transformation de kakémono en sacoche à vélo, par exemple? On vous laisse choisir la réponse qui vous paraît être la bonne. Et on va pouvoir les faire peut-être en parallèle. Si vous avez envie de passer à l'action sur ces sujets, de rejouer, qu'envisagez-vous dans les prochaines
semaines. Donc, si vous souhaitez être recontacté par la CCI ou évoquer le sujet en interne avec vos collègues, partagez. Donc, on vous enverra le support de présentation. Et n'hésitez pas à échanger aussi en interne sur ce sujet. On a vu que c'était vraiment un sujet transversal dans les entreprises, rien pour le moment où vous n'avez pas encore de besoin. Et peut-être une dernière question sur quel est du coup globalement votre niveau de satisfaction sur ce webinaire. En tout cas, on était ravis de pouvoir vous proposer ce contenu sur ce sujet du reconditionnement qu'on voit qui suscite l'intérêt de plus en plus d'entreprises avec deux témoins vraiment très intéressants. Merci encore à Jérôme et à Pascal d'avoir partagé en détail tout leur retour d'expérience. Un grand merci à vous, oui. Et voilà, si jamais il reste des questions, n'hésitez pas, ou après, vous pouvez vous contacter. Nous, nos prochains événements en lien avec ces sujets de transition écologique, il y en a un sur l'éco-conception, notamment le 11 juin à Nantes. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Pareil, de nombreux retours d'expérience, des ateliers pour mettre en pratique autour du sujet. Le 9 juillet, avec un serious game sur l'éco-conception. Qui, pareil, du coup, n'a pas de reste à charge et est pris en charge à 100% par l'ADEME et la CCI, donc organisé en partenariat avec le MFQM. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire également. Et un prochain webinaire, notamment sur des sujets, voilà, on a choisi empreinte carbone du numérique en entreprise, donc le 2 juillet prochain. En tout cas, merci à tous les participants. Et on vous souhaite une très bonne suite de journée. Vous avez le contact de toute l'équipe CCI sur ces sujets dans les différents départements en Pays de la Loire, puisqu'on est bien organisé à l'échelle régionale sur ces sujets. Merci encore à tous et très bonne journée. Oui, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.